je vous propose de prendre la parole, d'interpeller nos participants, de les titiller le cas échéant. Vous avez compris que... Donc Serge va passer parmi vous, il a un micro pour ceux qui souhaitent poser une question. C'est Lorella Pignefal. Je suis chargée par l'AE de la responsabilité sociétale, donc aussi management responsable et sensible. J'avais deux questions. Alors, une, on a un petit peu touché là. Alors, la première, en parlant avec madame, vous avez parlé de l'argent de la Loire, vous avez parlé de deux, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, c'était au forum, c'était des assises, etc. D'un côté, c'était l'innovation. Vous avez eu beaucoup d'inscrits. Et après, vous avez parlé d'une autre, effectivement, il y a déjà 350 entreprises qui sont inscrites à ce qui concerne la responsabilité sociétale. Alors, moi, je pense que c'est très important de faire le lien entre les deux, donc innovation et responsabilité sociétale. Je vous avoue que ce matin, je n'ai pas beaucoup entendu parler de ces liens. J'ai entendu beaucoup les mots de différenciation. Dirais-je globalement un enthousiasme par rapport à la responsabilité sociétale, mais je voulais avoir votre point de vue sur comment la responsabilité sociétale de vos entreprises, grandes, petites et moyennes, soit véritablement un apport d'innovation. C'était ma première question. Donc, lien responsabilité sociétale, innovation dans le concret. Je vais vous poser la deuxième aussi. Allez-y rapidement, vite fait. S'il vous plaît. Alors la deuxième justement concernait, heureusement qu'on a vu maintenant le petit vidéo qui parle un petit peu de diversité, parce que là aussi il y avait effectivement un certain enthousiasme sur la responsabilité sociétale, on a entendu parler des produits, on n'a pas entendu parler de l'environnement, et je me demandais si les entreprises que je vois ici représentées, ils ont le même enthousiasme en ce qui concerne la promotion de la diversité, de la mixité en entreprise et la lutte contre la discrimination. Merci. Très bien. Une question sur la relation particulière dans les fournisseurs d'une entreprise. Il y a les banques. Et la banque a un statut un peu particulier. Elle fournit de l'argent, elle fournit du service, elle fournit des placements, de l'épargne. Donc une question aux dirigeants d'entreprise qui témoignent là-bas. Comment vous appréhendez cette relation particulière client-fournisseur ? Vu du côté de la banque, M. Selou l'a évoqué, il y a cette expérience très intéressante en Pays de Loire qui vise à mesurer le lien, voire la corrélation de cause à effet entre les engagements RSE d'une entreprise et sa pérennité, qu'on peut mesurer par la Coop Banque de France. Et à l'inverse, moi j'observe que, pour le crédit coopératif en tout cas, on est de plus en plus interrogé par nos clients eux-mêmes, dans le cadre de consultations ou d'appels d'offres, sur les pratiques de RSE de la banque. Donc c'est un phénomène assez intéressant. Et finalement, c'est vrai que la banque est un fournisseur parmi d'autres. Donc je voulais savoir, vous, en tant qu'entreprise, comment vous appréhendez cette question, notamment au travers d'un sujet qui est celui de l'utilisation que la banque va faire de l'argent qu'on lui confie, ce qu'on peut appeler aussi une forme de traçabilité de l'argent confié à une banque. À quoi va servir cet argent? Qu'est-ce qu'on va financer? Qu'est-ce qu'on ne va pas financer? Enfin, toutes ces questions qui peuvent se poser dans le cadre d'une démarche globale de RSE. Goya, Terre de Cocagne, un des membres du réseau consultant partenaire Label Lucie, présent un peu partout en France. Ça, c'était pour le coup de Trudeau, on va dire. Une question au directeur, au gérant de l'entreprise. RSE, c'est qualité, mais RSE, c'est aussi engagement des différentes parties prenantes et en priorité des parties prenantes internes. Est-ce que vous pourriez nous parler d'actions concrètes que vous avez mises en place pour faire en sorte que la RSE irrigue réellement l'ensemble de vos parties prenantes internes? Merci. Juste innovation, c'est parce que c'était une journée régionale de l'innovation pour laquelle, pour la première fois, l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale étaient représentées. Et j'ai de grands espoirs par rapport à la BPI, je sais qu'il y a des représentants dans la salle, puisqu'elles sont venues me voir à la coupure, pour que, y compris dans la BPI, on puisse avoir un soutien sur l'innovation sociale. Actuellement, on dit l'innovation non technologique. Et puis juste sur la banque, parce que je pense que c'est essentiel, nous, le Fonds Pays de Loire RSE, il va être abondé par l'épargne salariale des entreprises. Donc notre objectif, c'est de recycler l'épargne salariale des entreprises de la région pour qu'elles financent des projets de développement d'entreprises RSE de la région. Ok, qui veut répondre? Oui,
Oui, sur l'innovation, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de recherche et développement particulier sur cet aspect-là. Par contre, c'est l'innovation permanente que d'aborder l'ensemble des sujets d'une entreprise ou la conduite de l'entreprise sous l'angle RSE. Innovation permanente parce que l'on va effectivement travailler sur l'engagement des parties prenantes dans notre activité. Ça va être repenser la façon dont nous fonctionnons. Lorsqu'on travaille sur la diversité, parce que c'est effectivement des programmes que l'on a, c'est des programmes sur lesquels on repense totalement notre système de recrutement, on repense totalement notre système de promotion interne. Ça fait partie de programmes relativement lourds qui se mènent dans l'entreprise et qui sont à notre niveau de l'innovation. On a bien sûr créé on a créé une université, on a pris des objectifs chiffrés d'avoir un recrutement en interne qui couvre 90% des postes, d'avoir de managers qui arriveront en 2014 à plus de 70% des managers qui sont issus de la promotion interne. Ça nécessite derrière de remettre en place un autre plan de formation, de remettre en place un autre plan d'accompagnement, et à notre niveau, oui, c'est de l'innovation. Si l'innovation, c'est foutre un coup de pied dans la fourmilière, oui, nous innovons en permanence pour pouvoir avancer en matière d'RSE. Maintenant, innover pour réinventer le monde de demain, je pense que c'est toutes les petites initiatives indépendantes ou le travail que l'on veut faire pour changer le modèle de vente, le travail que l'on fait pour mettre en place ce qu'on appelle de la logistique reverse, pour pouvoir récupérer les produits en fin de vie chez nos clients, c'est de l'innovation sur notre marché, sur d'une toute petite part, mais qui va être une petite goutte d'eau qui va alimenter une grande rivière. Savez-vous ce que fait votre banque de votre argent? Non, mais c'est généralement la question que je pose aux responsables RSE des banques lorsqu'ils m'interrogent sur ce que nous faisons dans notre axe RSE dans l'entreprise. Mais j'ai jamais eu la réponse exacte. Monsieur Piron. Alors oui, est-ce qu'on a résolu le problème de micro? Merci. Moi, je ne suis pas dirigeant d'entreprise, mais on a le droit d'être trash quand même entre nous. Donc par rapport aux banques, je vais balayer un peu moi, je suis assez surpris. Les banques, elles ont fait de la différenciation, elles essayent de faire de la différenciation sur leur placement d'investissement socialement responsable. Et elles donnent des sommes fantastiques. Maintenant, il faudrait regarder aussi le pourcentage de ces sommes placées par rapport à l'ensemble des sommes mobilisées dans une banque. Je pense que ça, c'est un des critères de choix de la banque aussi. Bon, voilà, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est bien de se le dire. Non, moi je trouve que la première des parties prenantes, et merci de la question, mais ce n'est pas l'objet de table ronde, enfin c'est pas les questions. Pour moi, et je vais mettre des pierres dans le jardin de dirigeants à la table ronde, là, c'est les salariés, quand même. Alors j'hésite parce que comme je suis syndicaliste et président de la plateforme, mais je me lance. Et donc c'est les salariés. Et je pense que la première chose pour innover, c'est d'impliquer les salariés, y compris sur l'organisation du travail. Et d'impliquer les salariés sur leur organisation du travail qui prend en compte les contraintes individuelles, personnelles, mais y compris celles de l'entreprise, et de savoir comment on crée mieux les interfaces, comment on décloisonne, parce que le cloisonnement il existe aussi dans l'entreprise, et comment on repose la question du travail comme un élément de reconnaissance, de valorisation, de parcours professionnel, d'égalité entre les hommes et les femmes, de non-discrimination. Ça, c'est des sujets de dialogue social. Et j'ai envie de dire, c'est pour donner le change, parce que nous, on a travaillé sur... Enfin, moi, j'avais le travail avant la question du travail à la Confédération, quand je suis arrivé à la Confédération en 2010, et on a fait des partenariats. Et on travaille beaucoup, on a beaucoup de liens avec CJD, à la Confédération CFDT. Le président, c'était Meunier à l'époque, quand j'ai rencontré, Michel Meunier. Et ils avaient fait beaucoup de choses sur le travail. Et donc, j'ai été les voir en leur disant, ben, nous, on veut lancer des expérimentations. Et donc, on a lancé 35 expérimentations avec des entreprises. Quand j'ai été voir CJD, c'est pour ça que c'est une pierre, je leur ai dit, comment on fait pour en faire un objet de dialogue social et qu'il y ait un échange entre les salariés et les entreprises à travers d'accords locaux. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de négociation très localisée, de proximité. On est encore un pays très jacobin dans le dialogue social. Et c'est là que Michel Meunier me dit, ah mais nous on a un problème, on n'a pas d'organisation syndicale. Voilà. Donc ça c'est un vrai problème, c'est comment on prend en compte. Et la question elle est assez symptomatique, c'est comment vous faites pour... Non, comment on construit, y compris en interne dans l'entreprise.
Comment on favorise la représentation des salariés, y compris quand la loi ne l'oblige pas? Comment on est volontaire dans une démarche de RSE interne? Et là, il y aurait beaucoup à dire sur les aspects concrets et de réalité dans les PME dans ce domaine. Enlever ses troupes, mais par contre, ces idées innovent beaucoup, mais c'est plus du territoire que ça vient plutôt que de la tête. Ça vient plus de chaque section plutôt que du national. Enfin, ça vient dans les deux sens. Ensuite, pour répondre aux 4 questions, donc innovation, diversité, banque et partie prenante interne. L'innovation, bien sûr, que la RSE, c'est source d'innovation. En ce qui nous concerne, on a décidé de se lancer dans une démarche de RSE en 2005-2006. On a commencé normalement par travailler en interne. Qu'est-ce qu'on pouvait faire sur la sphère environnementale? Qu'est-ce qu'on pouvait faire sur la sphère sociétale? Qu'est-ce qu'on pouvait faire sur la sphère économique? Comment on pouvait progresser? On a mis en place un tas d'actions, beaucoup de choses. Et puis en 2008-2009, on s'est dit c'est bien, on fait plein de choses, on a bien avancé dans la démarche, mais on ne dit même pas à nos clients. On ne fait même pas savoir nos clients tout ce qu'on fait et on ne s'en sert pas à l'extérieur, ça reste que l'interne. Et donc en 2009, on a décidé de créer une offre spécifique pour nos clients, mettant en avant nos valeurs RSE et proposant à nos clients, eux aussi, d'aller plus loin et de les aider à progresser dans cette démarche RSE. Donc cette offre-là, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure en tout début de la table ronde, qu'on a mise en place, c'était vraiment totalement innovant. Alors aujourd'hui, on est copié depuis maintenant 3 ans, mais ce qui est bien, après tout, de montrer la voie d'être copié, c'est plutôt bon signe. On va la faire évoluer encore, cette offre-là, elle a besoin d'être relookée et progresser, et aller plus loin que ce qu'on a pu faire il y a 3 ans. Mais là, on avait une véritable innovation, et vraiment, on a répondu à une demande de nos clients, et ça nous a permis de grandir. Donc on est arrivé avec une nouvelle gamme de services, basée sur la thématique de la RSE, et ça, c'était vraiment innovant sur notre métier. Donc oui, la RSE, ça permet d'innover, c'est clair. En termes de diversité, évidemment qu'une démarche RSE, à un moment ou un autre, elle va aborder la thématique de la diversité. Chez nous, par exemple, on a signé en 2008 la charte de la diversité, et au-delà d'avoir signé la charte de la diversité, on a eu un petit groupe de collaborateurs qui ont travaillé dessus, avant qu'on la signe, parce qu'avant la signer, on s'est dit, ok, on va la signer, cette charte de diversité, elle nous engage à faire en sorte qu'il n'y ait ni harcèlement, ni discrimination d'entreprise. Mais est-ce qu'on est sûr, parce que nous on est 600 d'entreprises aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr qu'à aucun moment il y aura ni harcèlement ni discrimination? Ben nous, il peut y en avoir à un moment ou un autre. Donc on a commencé par former tous les collaborateurs qui sont en situation de recrutement ou de management, avant de signer la charte. Donc il y a eu un groupe projet qui a travaillé là-dessus. Et puis quand le groupe projet a fini, on a signé, et le groupe projet est revenu nous voir en lui disant, ben, on est content, on a bien avancé, on a fait le boulot, mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne va pas juste signer la charte, afficher à l'entrée ou au siège ou sur les sites, et dire on a signé la charte de diversité, il faut qu'on aille plus loin. Et du coup, on a créé sur la proposition une commission diversité qui a 2 missions. Une mission première qui est une mission d'arbitrage, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui se sent victime de harcèlement ou de médiation ou de harcèlement va saisir la commission diversité. Et la commission diversité va avoir une mission de médiation. Elle va rencontrer les personnes qui se sont victimes, la personne qui serait éventuellement, entre guillemets, le bourreau, et va essayer de résoudre le problème. Ça, c'est le premier rôle de la commission diversité. Deuxième rôle de la commission diversité, c'est d'animer la diversité d'entreprise. C'est mettre en place des formations, de communiquer, d'expliquer dans le genre d'entreprise, dans différents affichages. Donc faire vivre la diversité d'entreprise. Donc oui, diversité RSE, c'est intimement lié. Troisième question, c'était la banque. Banque et RSE. Donc en effet, c'est vrai, j'ai évoqué ce que l'association des héros et le CJD font pour s'interroger sur comment la banque comprend la démarche RSE de ses clients. Et vous me posez une question inverse qui est très intéressante, c'est comment nous, dirigeants d'entreprise, on demande à nos banquiers s'ils font la RSE. Et bien je crois qu'on a des progrès à faire là-dessus. On a une bonne piste de progrès. Vous avez donné une très bonne piste de progrès, je vous remercie. Je ne pense pas que nous, on les interroge. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une banque qui est réussie, donc il y a une belle démarche. Et les autres, je ne pense pas qu'on les ait forcément interrogés. Donc merci pour l'idée que j'ai notée et retenue. Dernière question. Les parties prenantes internes. Pardon ? Très rapidement. Très rapidement, les parties prenantes internes. Bah, je crois que j'ai évoqué, j'ai parlé des collaborateurs, donc je crois que j'ai déjà répondu sur l'implication des parties prenantes internes pour répondre à la démarche de RSE. Très bien. On peut peut-être avoir d'ailleurs l'éclairage de Michel Gir sur la question des sous-sous. Sur la question des sous-sous à la banque. Des sous-sous à la banque. Non mais il ne faut pas trop m'interroger sur les banques parce que en tant qu'expert comptable, on accompagne nos clients, donc chefs d'entreprise ou responsables d'association. Alors, responsable d'association, le crédit coopératif, effectivement, il y a un lien fort et c'est plus simple. Mais pour accompagner nos chefs d'entreprise auprès des banques, c'est franchement catastrophique. Honnêtement, s'il y a un point faible, alors je ne sais pas si c'est propre à notre pays, mais s'il y a un point faible à la France, en France, c'est celui-ci. Et je pense que ça
On a des forces incroyables, mais si nous sommes incapables de les soutenir financièrement. Alors vive le financement participatif, j'espère qu'on ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues, parce que celui-ci, c'est une innovation. Hein. Et moi, d'ailleurs, pour moi, le financement participatif relève de la responsabilité des organisations. Les banques ont un gros travail à faire. Elles devraient s'engager dans des démarches de responsabilité sociétale d'organisation pour aller vers l'innovation dans leur structure. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui se paye lui-même sur le compte de son client, il n'envoie même pas de facture, et les 3 quarts du temps, il se trompe? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui est incapable d'apprécier un projet, même sur des projets simples, il ne va rien financer sans demander les cautions, les hypothèques, les machins, jusqu'à mettre, et j'ai le cas tout récent qui me met en colère, d'un client qui, dans mon dos, parce qu'en dernière limite, en négociation, il a accepté de mettre en hypothèque son appartement, qui est son seul bien personnel, c'est purement scandaleux. Enfin, il y a des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Donc les banques ont un gros travail. Sur l'innovation, c'est vrai que la personne qui posait la question disait mais on ne fait pas souvent le lien. En fait, pour nous, qui sommes dans des démarches de responsabilité sociétale, c'est tellement lié qu'on l'oublie. Et donc je vous invite par exemple à taper expert comptable innovation, vous allez tomber sur un cabinet qui s'appelle GMBA. Donc nous sommes considérés comme un cabinet innovant par notre démarche, par notre label que nous portons et que nous développons. Enfin, on fait tout ce qu'il faut pour polliniser et pour faire savoir. Voilà, donc c'est vrai, disons-le, les démarches de responsabilité sociétale conduisent à l'innovation par le regard neuf et autre qu'on porte sur tout ce qui fait l'organisation. Alors, pas une question, je voulais juste apporter une modeste contribution sur la question de la rentabilité de la RSE. Mon cabinet travaille là-dessus depuis maintenant 8 ans. On a fait à peu près une 50aine de bilans économiques de la RSE. Et à chaque fois qu'on fait un bilan économique de la RSE, on aboutit à une RSE rentable. Que ce soit sur la diversité, la sécurité au travail, les économies d'énergie, la gestion des déchets, la relation client responsable, les politiques qualité, on arrive à financiariser tout ça. En réalité, et nous avons, on ne pourra pas le présenter aujourd'hui parce qu'on a pris un peu de retard, mais nous avons un projet en cours avec un certain nombre de labellisés qui montre que ce qu'on arrive à mettre en évidence dans les grands groupes, on arrive aussi à le mettre en évidence dans les PME. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le plus gros frein aujourd'hui autour de cette question, c'est premièrement un frein de connaissance. La première réaction qu'on peut avoir sur la RSE, c'est effectivement une série de contraintes. On voit les coûts et on ne voit pas les bénéfices. Les coûts sont visibles, les bénéfices sont cachés. Donc la première réaction, c'est que la RSE, c'est coûteux et la rentabilité de la RSE est de ce fait contre-intuitive. Et puis la deuxième chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, c'est le poids de l'habitude. Voilà, c'est-à-dire que beaucoup de réactions, comment dirais-je, qui mettent un peu la RSE à distance viennent du fait qu'on s'imagine une montagne à déplacer pour faire de la RSE, un peu comme si du jour au lendemain, alors qu'on écrit de la main droite, il fallait apprendre à écrire de la main gauche. Donc il y a un travail éducatif important à faire, mais encore une fois, sur 7 ans et une 50aine de bilans, on arrive quasiment toujours à montrer que la RSE fait gagner de l'argent à l'entreprise. En charge de la démarche RSE du groupe TF1, je voulais revenir un instant sur votre perception des démarches achats responsables des donneurs d'ordre, des grands groupes notamment, peut-être M. Léonie spécialement. Vous avez évoqué tout à l'heure des écarts, par exemple, entre l'amont quand on fait l'appel d'offres et puis la décision finale sur l'achat, avec des critères qui ont tout d'un coup perdu en importance. Est-ce qu'il y a un conseil ou une attente de votre part que vous pourriez formuler vis-à-vis de ces groupes pour améliorer la pertinence dans le jugement de vos démarches? On se sert beaucoup d'Ecovadis, on se sert de plateformes comme celle-là. Comment avancer encore un petit peu plus vers un bénéfice mutuel?
Je pense que la bonne démarche, c'est de revenir aux très très vieilles méthodes, c'est-à-dire laisser former nos vendeurs, nous, pour qu'ils aillent à la découverte de votre organisation, puisqu'aujourd'hui, un acte d'achat ne doit pas se faire uniquement sur une ligne d'achat, il doit se faire par rapport à l'environnement, il doit se faire par rapport à l'organisation de son client, par rapport à son écosystème, et c'est là-dessus que l'on a des choses à pouvoir à vous apporter, et que vous avez, vous, je pense aujourd'hui, l'obligation d'ouvrir un petit peu vos chakras et de ne plus rester sur vos organisations figées telles qu'elles sont faites aujourd'hui. Il y a d'énormes progrès qui sont faits, il n'y a pas de doute. Maintenant, une plateforme telle qu'Ecovadis, nous sommes référencés dessus, d'ailleurs vous êtes en ligne, c'est une plateforme, oui, qui pose des questions. On est sur du déclaratif, un petit peu de communication autour. C'est pour moi un basique, ou plutôt un truc très très léger par rapport à ce que vous pouvez découvrir en vous déplaçant dans l'entreprise, en prenant le temps de comprendre ce qui se passe et de comprendre quelles sont les problématiques de votre fournisseur. Très bien.